Bonjour, notre invité est aujourd'hui le ministre français des Finances, Michel Sapin. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là avec nous. On commence évidemment par le scandale des Panama Papers, cette affaire planétaire d'évasion fiscale. Sont mis en cause des leaders politiques étrangers comme le Premier ministre islandais, le président argentin, le président ukrainien, le roi d'Arabie Saoudite, le premier cercle autour de Vladimir Poutine et du président chinois. Si la fraude était confirmée, comment qualifieriez-vous le comportement et les agissements de ces dirigeants étrangers ? Je n'ai pas, pardon de répondre comme ça, à m'immiscer dans des débats qui sont des débats politiques internes ou des fonctionnements de justice de chacun des pays qui doivent faire le clair sur les activités, étaient-elles légales ou pas légales. Je n'ai pas à m'immiscer dans cela. Dans ce que je trouve d'important dans ces révélations, c'est la prise de conscience que ça la permet à chacun, qu'il ne s'agit pas de phénomènes nationaux additionnés les uns à côté des autres, mais qu'il s'agit évidemment d'un phénomène planétaire. Et que pour lutter contre ce phénomène planétaire, nous le faisons déjà depuis quelques années, peut-être pour nous en parler, il faut de la coopération internationale. Le Panama s'est engagé à pratiquer à partir de 2018 l'échange automatique d'informations entre les États, mais la réalité c'est que le pays traîne des pieds, ne joue pas le jeu, n'est pas coopératif, c'est ça la réalité ? La réalité c'est qu'il joue à cache-cache, et que ça n'est plus supportable. Il y a certains pays, souvent très petits, qui au fond sont continus dans leur volonté de servir de paradis fiscaux. Quelques îles, par-ci, par-là, quelques territoires. On les cite ? Bahamas. Oui, Bahamas, ça y est, maintenant ils sont dans le jeu. Les Seychelles sont aussi dans le jeu. Donc il y a des toutes petites îles par-ci, par-là. Guernesey, maintenant dans le jeu. Vous voyez comme quoi les choses ont changé. Avant on citait la Suisse, c'est fini maintenant la Suisse. D'ailleurs on voit très bien dans un certain nombre de processus qui sont décrits dans tel ou tel document que beaucoup de ces systèmes organisés au Panama, c'est pour fuir en quelque sorte la Suisse où aujourd'hui il n'y a plus possibilité de cacher ses fortunes ou ses revenus. On parle maintenant des déficits publics, des comptes publics français. La France a nettement réduit son déficit public en 2015, pour ceux qui aiment les chiffres, de 0,5 points à 3,5%. On ne peut que s'en réjouir, sauf que quoi ? Eh bien, le vice-président de la Commission européenne n'a pas manqué de souligner que cette baisse était largement due, je le cite, à des éléments liés au cycle d'activité. Donc en gros, que ce n'était pas du fait de votre action, pas grâce à vous. Il a tort, il se trompe ? Il m'a reconnu devant moi s'être trompé dans ce genre d'expression. Je l'ai vu quelques minutes après des propos, ou des propos mal rapportés, m'a-t-il dit. Non, la Commission reconnaît la vérité des choses, c'est que la France a fait des efforts considérables de maîtrise de ses déficits, qu'en 2015, après 2014, elle atteint un objectif meilleur que celui qui était prévu et que la Commission elle-même avait prévu, et ceci dans des conditions qui ne sont pas si simples à remplir, diminuer les déficits plus rapidement que prévu, en diminuant les impôts, puisqu'en 2015 en particulier, les prélèvements obligatoires, c'est un des autres chiffres qui est apparu clairement, ont diminué, et en faisant face, chacun l'a remarqué, à un certain nombre de dépenses supplémentaires qui sont dues à des urgences. 2015, c'était l'année où nous avons subi 2 vagues d'attentats. C'est l'année où nous avons augmenté les moyens en faveur de la sécurité. C'est aussi l'année où nous avons décidé d'augmenter à nouveau et fortement les dépenses de défense nationale. Parce que l'armée est présente sur notre territoire pour protéger les Français et présente à l'extérieur pour aller frapper à l'origine le terrorisme international. On parle maintenant de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, vous le savez, qui a sorti son bazooka monétaire il y a de cela quelques semaines avec de nouvelles mesures non conventionnelles pour relancer l'inflation et la croissance. Comment juger le bilan de son action ? Parce que d'un côté, c'est vrai, certes, l'euro, les taux d'intérêt ont baissé, mais de l'autre, l'inflation n'est toujours pas proche de l'objectif de 2% de Mario Draghi, et le crédit bancaire redémarre mollement. C'est un bilan qui est mitigé. Ils font face à une extraordinaire difficulté. Et je trouve que par rapport à la difficulté du moment, c'est-à-dire une inflation extrêmement faible, parfois même négative, pour des raisons que vous savez, c'est que par ailleurs, il y a des cours des matières premières, de manière générale, qui s'écroulent, y compris dans le domaine agricole, ce qui peut poser une grande difficulté aux professionnels du secteur. Par rapport à ce panorama extrêmement difficile, nous avons une banque centrale pertinente, courageuse, déterminée.
Et c'est une grande chance pour nous. Rien à redire? C'est une grande chance pour nous. Mais s'il n'y avait pas la Banque Centrale Européenne depuis 2-3 ans, mais où en serions-nous? La seule chose que je puis dire, mais au fond c'est une phrase que Mario Draghi ne cesse de répéter, c'est que la politique monétaire ne peut pas tout. Peut beaucoup, ils peuvent encore plus, ils sont totalement déterminés à mettre tous les moyens monétaires pour lutter contre cette trop faible inflation et cette trop faible activité, mais ils ne peuvent pas tout. Il nous appartient aussi à chacun d'entre nous de mener les politiques, y compris budgétaires, les plus intelligentes. Mais la BCE doit maintenir sa perfusion monétaire aussi longtemps que l'inflation ne sera pas retournée dans la zone de confort des 2%? Je n'ai pas à décider à la place de la Banque Centrale Européenne, mais je l'entends, et elle dit qu'elle a aujourd'hui les moyens d'aller plus loin encore, et qu'elle le fera aussi longtemps que la cible d'inflation, c'est-à-dire aux alentours de 2%, n'aura pas été obtenue. Et donc que l'activité économique en Europe n'aura pas repris suffisamment. Michel Sapin, on finit là-dessus. Vous venez de publier Jamais sans l'Europe avec votre homologue allemand Wolfgang Schäuble, un plaidoyer pour l'Europe. Vous êtes depuis toujours un Européen convaincu. Le problème, c'est que de moins en moins d'Européens sont convaincus par l'Europe. La montée des partis populistes et xénophobes l'atteste. Comment est-ce qu'on redonne une envie d'Europe, alors que l'Union aujourd'hui, il faut l'avouer, ne fait plus rêver? Justement, en regardant cette réalité en face, en regardant la réalité de la montée des populismes, en regardant la réalité des préoccupations aujourd'hui, les préoccupations, c'est je veux que ça se développe, je veux que mon pays se développe économiquement, de l'emploi, et je veux que mon pays soit protégé contre un certain nombre d'enjeux internationaux, et en particulier en termes de sécurité, de terrorisme ou de pression migratoire. Mais est-ce qu'on réussit cela, chacun dans son coin? Est-ce qu'on réussit cela en se fermant sur soi? La réponse est évidemment non. Évidemment non. Il n'y a plus de développement économique possible si ce n'est pas sur un espace suffisamment large. Il n'y a pas de protection possible si c'est chacun pour soi. Nous, on est capable de se protéger à nos frontières. Vous vous rendez compte si on ferme toutes les frontières autour de la France? Vous vous rendez compte la perte en termes de liberté, en termes de fluidité pour chacun d'entre nous, mais aussi la perte économique absolument considérable qu'il y aurait derrière. Donc, il faut regarder cette réalité en face et il faut redonner de la perspective à l'enjeu européen. Pas seulement à l'idéal européen, mais à l'enjeu. Il n'y a pas de solution aux gros problèmes que rencontre chacun de nos pays si on laisse l'Europe de côté. Il y a des solutions, pas immédiates, pas miracles, qu'il faut construire si on permet à l'Europe de retrouver de l'élan et de la dynamique. Merci Michel Sapin pour cet entretien. Merci à vous.